Bonjour à tous sur le plateau de DLM News en partenariat avec EdTech France. Je suis avec Anne-Charlotte Monneret qui va co-animer cette émission avec moi. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Alexia. Voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, Anne-Charlotte est donc DG de EdTech France et donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui un membre EdTech France qui est donc Jean-Marie Cognier de Ubicast. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Alexia, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Jean-Marie, un membre historique Alexia. Pardon, historique, j'ai dit nouveau membre. Décidément, je ne veux que te voir comme nouveau, il n'y a rien à faire. Il n'y a que les historiques qui ont le pire. C'est vrai, c'est vrai. Justement, présente-nous un petit peu l'aventure Ubicast. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi votre histoire en fait? Avec plaisir. Alors Ubicast, c'est une aventure qui démarre en 2007. C'est le fruit d'un concours d'entrepreneuriat au sein de l'école Télécom et Management Sud Paris, dont sont issus deux de mes associés. Et donc l'idée, c'est d'accoler le mot ubiquitous et webcasting, donc avoir le don d'ubiquité par la vidéo en ligne en fait, pouvoir être à plusieurs endroits à la fois. Donc on commence à créer des box qui permettent de créer et diffuser du contenu vidéo de manière à peu près un peu automatique. Et donc pour l'enseignement supérieur, les conférences et les entreprises pour la formation. En 2010, on crée une plateforme vidéo qui s'appelle Media Server parce que nos premiers clients nous disent « mais on fabrique 60, 70, 80 vidéos avec vos box automatiques et on ne sait pas quoi en faire, l'export USB a montré ses limites ». Donc on commence à développer cette plateforme. 2018, on décide de pivoter. On se dit « on va inverser le schéma ». C'est-à-dire qu'au lieu que la plateforme soit l'accessoire de la box, on fait de la box l'accessoire de la plateforme. Parce que c'est l'endroit clé et des moyens de créer du contenu. Il y en a plein avec le temps. Depuis 2007, les choses ont évolué. Des GoPro, des smartphones, d'autres box. Et donc, du coup, l'intelligence qu'on avait mise dans nos box, on la déplace dans notre plateforme vidéo pour apporter notre savoir-faire sur tous les contenus vidéo et pas ceux créés uniquement avec nos outils. Et puis 2020, Covid arrive et puis je suis là aujourd'hui. Et justement, Jean-Marie, j'ai lu ta tribune de cette semaine à propos de l'impact de la crise Covid sur le monde de l'enseignement supérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment le contexte pandémique a accentué ou non les usages digitaux du corps enseignant dans l'enseignement supérieur? Oui, c'est une grosse question. Il y a eu un énorme boom des usages, mais qui a été un peu forcé, si je puis dire. Pour te donner un exemple, sur nos plateformes vidéo, sur notre cloud, c'est-à-dire si on met de côté celles qui sont hébergées sur les data centers de nos clients, c'est un usage multiplié par 15 en termes de trafic et de contenu remonté sur les plateformes. Donc, énorme boom. Deux stratégies au niveau des établissements qu'on a pu observer. La première, c'est celle du synchrone, du tout synchrone. Donc, on copie le modèle pré-Covid et en fait, on le colle dans des outils digitaux un peu plus récents, des classes virtuelles, on en a beaucoup parlé, des Global, des membres de l'association, des Zoom, des Teams et autres. Et la deuxième stratégie que d'autres établissements ont prise, ont suivi, c'est celle de l'hybridation. On hybride, c'est-à-dire qu'on mixe des contenus, des temps synchrones, donc dans ces classes virtuelles, pour de l'échange, de l'interaction avec l'enseignant, et on mixe ça avec des contenus préenregistrés, des capsules vidéo de 15 minutes maximum, globalement du magistral, à voir par les étudiants avant ou après le cours, pour compléter ces temps synchrones où on peut échanger et discuter ces contenus-là. Donc en gros, c'est un changement de posture de l'enseignant. Je passe d'une posture de transmetteur, comme c'est le cas depuis les premières universités et depuis des siècles, à une posture d'animateur. Donc j'essaye de faire en sorte que les étudiants trouvent par eux-mêmes, apprennent par eux-mêmes, je les questionne, eux-mêmes me questionnent, on échange et c'est comme ça qu'on ancre la connaissance. C'est un grand pas dans l'éducation d'avoir cette approche en tout cas. C'est pas très commun. Et il faut oser. Quels sont des clients que vous avez par exemple? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Alors on a deux grandes catégories de clients. Le premier vertical, c'est l'enseignement supérieur. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils enregistrent des cours, ils numérisent des cours magistraux et ils les mettent en replay pour les étudiants empêchés, pour que les étudiants puissent les revoir avant leur partiel, pour réviser. Maintenant, de plus en plus, ils utilisent notre plateforme pour créer des capsules de cours, parce qu'on a un petit outil d'enregistrement qui permet de synchroniser sa webcam avec son écran d'ordinateur. Donc les enseignants peuvent créer du contenu quand ils le souhaitent, le dimanche soir dans leur maison de campagne, le lundi matin s'ils sont plutôt matinaux, et ensuite ils le mettent 9 fois sur 10. Ils l'intègrent dans un parcours dans le Learning Management System, le LMS. Dans le SUP, c'est à 99% du Moodle. Et puis, pour illustrer ça, je suis venu avec quelques statistiques quand même, je voulais renforcer mon propos. On a un client en Suisse, une université en Suisse de 18 000 étudiants qui s'est équipé en mars dernier. J'ai analysé la période septembre 2020, décembre 2020. En 4 mois, ils ont créé 15 000 heures de contenu. Wow, c'est énorme. Elles ont été vues, il y a eu 760 000 plays sur la plateforme.
pour un temps moyen de lecture de 38 minutes. Donc du coup, on peut dire que quand on est sur du contenu vidéo pédagogique, on est loin du temps d'attention maximal de 2 minutes sur de la vidéo marketing sur YouTube. Et surtout, c'est quelque chose qui du coup est pérenne. Et moi aussi, je crois très fort à cette transformation du professeur plutôt comme accompagnant de l'apprenant. Et c'est avec des dispositifs comme ça que l'hybridation va être permanente et pas non plus uniquement une réaction à une crise pandémique. Exactement. Deuxième verticale, l'entreprise. Donc 2 axes, 2 grands usages, le digital learning, la formation. Donc là, on est plutôt utilisé comme des tutos tube. Donc nos clients créent plein de petits tutos et les mettent dans la plateforme. Et ces tutos, soit ils sont mis une nouvelle fois dans un LMS pour être séquencés dans un parcours scénarisé, et c'est plutôt complémentaire, on les laisse en libre service sur la plateforme. Puisque nous, on indexe beaucoup de choses sur les contenus vidéo. On indexe l'audio avec un partenaire, donc ça crée des sous-titres automatiquement. On indexe les slides, les mots-clés qui sont présents dans les contenus PC. Et donc, du coup, un apprenant, quand il vient chercher un contenu, il tape un mot-clé, ça l'emmène au moment où on en parle, dans une séquence. Donc, TutoTube. Et le deuxième usage, c'est plutôt de la communication interne, parce que la vidéo a le mérite de nous affranchir de la barrière géographique et de la barrière temporelle. C'est-à-dire qu'un PDG, il peut s'adresser à ses 20 000 salariés d'un coup, en live, sans qu'il y ait de distorsion de son message et sans que les gens aient à se déplacer ou de trouver une salle de l'Accor Hotel Arena à Bercy pour accueillir 20 000 personnes. Super. Ouais. Ça, c'est assez impressionnant. Et alors, donc, tu n'es pas nouveau membre EdTech, n'est-ce pas? Tu es un membre historique. Exactement. Et du coup, je suis assez curieuse de savoir quelle est ta vision de l'association EdTech France sur le passé, sur le présent, sur le futur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, l'association, elle me tient à cœur. Depuis 2007, on a créé Ubicast. C'était très tôt, hein, on évangélisait quand même beaucoup sur le digital learning à cette époque-là. Fin 2017, je crois que je reçois un email qui m'invite à signer un manifeste pour reconnaître les entreprises de la EdTech française. Ni une ni deux, je le signe, je me dis je salue l'initiative parce que je l'attendais presque, j'aurais peut-être dû le faire, mais bref, je me suis raccroché au wagon et du coup j'essaye d'apporter ce que je peux dans l'association. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une vraie dynamique dans l'association. Les membres s'entraident, les membres discutent entre eux. Les membres trouvent des synergies. Nous, on a lancé des choses avec d'autres membres, on a créé des ponts entre nos solutions, on se passe des contacts, quand ça a du sens pour le contact, bien entendu. Il y a une vraie entraide, il y a de l'activité, c'est pas une association dormante. Le deuxième mérite de l'association, et non des moindres, c'est de mettre de la lisibilité et de la crédibilité sur notre filière, en fait, EdTech, parce qu'elle existait déjà, mais elle n'avait pas de nom. Et elle n'avait pas de porte-nom non plus. Et donc, le travail que fait Anne-Charlotte, qui a initié Rémi avant, nous a permis de gagner en visibilité, de nous crédibiliser. Je vous donne un exemple. Mes 2 plus gros concurrents sont américains. Au cours des 3 dernières années, ils ont levé respectivement 60 et 100 millions de dollars. C'est un accès à des financements qu'on n'a pas quand on est européen. Et donc, du coup, le fait d'être dans cet écosystème comme EdTech France nous permet de nous grouper avec d'autres pour faire face et avoir une alternative crédible, lisible. Et c'est bien entendu par le public, je trouve. Les gens à qui on s'adresse, ils comprennent. Et maintenant, le logo, le tampon EdTech France, il est connu et reconnu. Et ça, c'est une super avancée. Et alors, le mot de la fin quand même, parce que c'est important de savoir aujourd'hui où en êtes-vous par rapport à l'innovation. Est-ce que vous avez des choses? On prépare toujours des petites choses. Ouais. On essaye en tout cas. 2021, notre plateforme vidéo va changer de nom. Et elle va prendre un nom qui va lui donner plus de sens par rapport à la valeur qu'elle apporte. Et à ce qu'elle fait concrètement. On va accompagner ce changement de nom de plusieurs choses. La première, c'est supporter 5 langues différentes. Aujourd'hui, on n'avait que le français et l'anglais. On va ajouter l'espagnol, l'allemand et le néerlandais. Parce qu'aujourd'hui, on fait déjà 45% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, mais on a l'ambition de faire plus, d'exporter ce savoir-faire français. Et puis, on va ajouter 2-3 petites fonctionnalités sympas. Une qui était dans nos box avant, qui permet de faire du suivi d'orateur. Ça veut dire que si tu remontes une vidéo d'un plan large sur notre plateforme vidéo, on va avoir un algorithme qui simule un caméraman. Alors ça n'a aucun sens quand on est dans un environnement un peu TV comme aujourd'hui. En revanche, quand on est dans une optique de cours, de formation, ça va automatiser certaines choses et dynamiser le contenu. Et notre petit outil d'enregistrement, il va bientôt faire du live aussi. Merci beaucoup Jean-Marie Cognier, merci aussi Anne-Charlotte. Je vous remercie à tous pour votre fidèle participation et visualisation de toutes nos émissions. Je vous dis à très bientôt sur le plateau de DLM News en partenariat avec EdTech France.